Si je vous dis qu'à une époque, j'aurais pu finir en combustible pour avoir une relation intime avec un autre homme, vous me croyez? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mister Bacchus où je vous parle d'art, d'histoire de l'art, mais avec un twist. Et croyez-moi, le twist aujourd'hui, il est de taille. L'année dernière, j'ai assisté à une visite guidée du Père Lachaise en compagnie de l'asso Queer Tour France fondé par Doina et Alex pour explorer l'histoire de Paris avec un angle un peu différent. Et au détour d'un échange avec l'un des cofondateurs Alex, j'en suis venu à découvrir l'histoire de deux hommes, Bruno Dio et Jean Lenoir, les deux derniers homosexuels à avoir fini sur le bûcher à Paris pour crime de sodomie le 6 juillet 1750 à 17h. J'ai trouvé cette histoire dingue pour plusieurs raisons, voilà pourquoi j'ai proposé à Alex de se joindre à moi pour vous raconter cette histoire. Et pour mon plus grand plaisir, il a accepté, donc sans plus attendre, voici la brûlante histoire de Bruno et Jean. Alors voilà, Bruno Lenoir est un jeune apprenti cordonnier dans la vingtaine et Jean Dio a environ 40 ans et il est domestique dans une charcuterie des Halles. Nous sommes dans le Paris du XVIIIe siècle, un Paris relativement petit mais déjà très peuplé et en fort développement économique et culturel. Nous nous situons une quarantaine d'années avant la Révolution française, une période au cours de laquelle les idées des Lumières infusent petit à petit dans les esprits des grands de ce monde, mais pour ceux d'en bas, la faim et la misère sont des peines quotidiennes. Bruno Lenoir est originaire des Flandres et il habite sur la rive gauche de la Seine, dans le quartier de la Sorbonne. Jean Dio, quant à lui, habite sur la rive droite, dans le quartier des Halles, et la police le définit comme gagne-denier, c'est-à-dire sans véritable métier et vivant un petit peu au jour le jour. En réalité, il était domestique chez une veuve charcutière. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1750, vers 23h, ils se font coffrer par un sergent du guet, pas très loin de la rue Montorgueil, à côté du domicile de Jean, dans une soi-disant posture indécente. Quand on regarde les archives de la police, il y aurait eu 6 témoins différents dans cette affaire. 3 militaires qui faisaient le guet ce soir-là et qui vont d'ailleurs participer à l'arrestation. Et 3 autres témoins civils, des badauds qui traînaient dans le coin. Ces 3 derniers donnent une déposition un peu floue qui montre qu'ils ne sont pas réellement sûrs de ce qu'ils ont vu dans l'obscurité de cette froide nuit de janvier. Dans les semaines qui suivent, la police va demander aux fameux témoins de confirmer leur déposition écrite. Et malgré l'opacité de ces témoignages très brouillons, le lieutenant de police et le procureur du roi considèrent que ces traces écrites sont des preuves juridiques suffisantes pour une condamnation. Quelques semaines plus tard, au printemps, la sentence est prononcée. Bruno Lenoir et Jean Dio sont condamnés à mort. Le 6 juillet 1750, l'exécution a lieu en place de Grève, en plein centre de Paris, sur l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Et oui, les arbres plantés par Anne Hidalgo, à l'époque, on les aurait coupés pour alimenter le brasier. Ils sont d'abord étranglés, puis brûlés au bûcher pour crime de sodomie. Premier point de définition, sodomie. Sodomie vient du latin sodomia, issu de Sodoma, ville de Palestine apparaissant dans la Bible et connue pour la dépravation sexuelle de ses habitants. Sous l'Ancien Régime, la S est en quelque sorte une catégorie fourre-tout qui regroupe toutes les activités intimes à but non procréatif. Je vous laisse imaginer la liste qui est du coup très longue. Comme la sodomie est un crime religieux de l'ordre de l'hérésie, on veut être sûr que, suite à l'exécution, les accusés ne montent jamais au paradis. Donc il ne faut surtout pas leur offrir d'enterrement traditionnel en lieu sanctifié. Donc à la suite de l'exécution, les cendres de Bruno et Jean sont simplement jetées au vent. Par ailleurs, leurs biens sont confisqués par la couronne, car si on peut gratter 2 ou 3 petits trucs au passage. Donc en 6 mois, l'affaire est pliée. Et ce qui est dingue, c'est que quand on se penche sur la question, les différents spécialistes du sujet nous expliquent que cette affaire serait un genre d'erreur 404 historique. Non seulement pour nos deux amis, mais également pour la population parisienne de l'époque. Oui, dans cette France de Louis XV, la répression de l'homosexualité est en réalité un petit peu moins sévère que ce qu'elle n'a été au cours des siècles passés. Deuxième point de définition, homosexualité. Homo, du grec homos même, et sexualité du latin sexus, sexe, est un terme initialement médical qui prend forme le 6 mai 1868 sous la plume du journaliste scientifique hongrois Karl Maria Kertbeny pour désigner l'orientation sexuelle entre personnes du même sexe. Et notre histoire ayant lieu plus de 100 ans auparavant, pour les hommes on parle plutôt de bougre ou d'infâme et pour les femmes de tribade ou de fricatrice. Je disais donc que la répression de la bougrerie est en réalité un petit peu moins sévère que ce que l'on pourrait croire.
Premièrement, d'un point de vue idéologique, la haute société de l'époque se fait doucement bercer par les idées des Lumières. La liberté individuelle prend de plus en plus d'espace, tout comme l'indépendance d'esprit et le libertinage. On se détache petit à petit et à pas de fourmi des idées obscurantistes de l'Église. Deuxièmement, et de manière plus pratique, il existe déjà une véritable sous-culture homosexuelle à Paris dès le début du XVIIe siècle. Que ce soit aux Tuileries, dans les jardins du Luxembourg, sur les quais de Seine ou même dans certains bars des faubourgs, tout le monde connaît la bougrerie. Et d'ailleurs, fréquenter ces endroits à certaines heures du jour ou de la nuit était même très connoté. En effet, le roman de l'historienne Pauline Valade, Bruno et Jean, sorti en 2024, plus les archives de la prison de la Bastille sur laquelle elle s'est basée pour l'écriture de son ouvrage, nous confirment tout ça. Donc, si je comprends bien, au lieu d'anéantir cette population homosexuelle bien trop nombreuse et ingérable par la police en sous-effectif, on cherche juste à la cacher du mieux possible pour éviter des procès qui porteraient trop d'attention sur une réalité incontrôlable. Les travaux des historiens nous informent qu'entre 1500 et 1789, on recense dans les archives de la ville de Paris 72 hommes et 2 femmes qui auraient eu des peines de prison pour le crime de sodomie. Et seulement 36 de ces personnes ont effectivement été exécutées au bûcher en place de Grève. Ce qui est franchement très peu sur 300 ans d'histoire. Donc, pourquoi? J'ai cru comprendre que généralement, dans le cas d'une première arrestation, nos amis de l'époque pouvaient passer quelques heures, voire quelques jours en prison max. Ou alors ils sont envoyés à l'asile de Bicêtre, mais ça va rarement jusqu'à une condamnation à mort. Tu as tout à fait raison. Un deuxième élément à prendre en compte concerne l'application de la loi. À cette époque-là, on est véritablement sur une justice à 2 vitesses. Comme disait La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. En conséquence, pour les bougres du peuple, la clandestinité est obligatoire, on vit caché dans son quotidien, alors que pour les puissants, nobles, royaux, même certains membres du clergé, on a un petit peu moins besoin de se cacher. Alors oui, en effet, dans les travaux de l'historien Thierry Pastorello, j'ai vu passer de nombreuses histoires d'ecclésiastiques qui se sont vus d'abord inquiétés, puis libérés très rapidement. Par exemple, l'abbé de Lompré qui s'est fait interpeller dans le jardin des Tuileries en 1725 alors qu'il occupait la charge d'aumônier du roi, et pour ceci, il fut immédiatement libéré. Au sein de la royauté, entre tous les exemples, on peut penser à Monsieur aka Philippe d'Orléans, le frère du roi qui était le plus flamboyant membre de la fanfare de notre histoire de France. Un troisième élément mis en avant par certains experts mais qui ne fait pas forcément l'unanimité, c'est cette idée que les pièces des procès étaient jetées dans les flammes au moment de l'exécution. Le crime étant tellement infâme qu'on ne veut même pas garder de traces écrites. En tout cas, c'est assez émouvant, je trouve, de penser à cette portion de la population parisienne qui devait vivre cachée dans la crainte quotidienne de se faire arrêter. Mais du coup, j'aimerais revenir à cette question pour toi, mon cher Alex. Pourquoi le bûcher pour Bruno et Jean? Surtout qu'il s'agit quand même de l'unique cas de condamnation à mort pour la pratique seule de la sodomie. C'est vrai qu'on ne trouve toujours pas d'explication concrète à cet emballement juridique. En comparaison, on peut penser à l'affaire d'Échauffour, qui avait défrayé la chronique parisienne 25 ans plus tôt, en 1725, et qui impliquait également le fameux crime de sodomie. D'Échauffour était un être abominable, certes exécuté pour le crime de sodomie, mais qui avait également commis diverses horreurs sur lesquelles je vais pas trop m'attarder parce qu'on va tous faire des cauchemars. Dans ce cas-là, le crime de sodomie n'est en réalité qu'un facteur aggravant à une liste d'autres crimes déjà longue comme le bras. Donc, encore une fois, pourquoi eux? Premièrement, ce sont des petites gens, pauvres, qui n'ont aucune connexion avec des puissants pour les protéger ou sur qui faire pression pour étouffer l'affaire. En somme, des proies faciles pour la justice. Deuxièmement, on pourrait partir sur un délire complotiste. Aurait-il vu ou entendu des choses qu'il n'aurait pas dû? Représentait-il un danger pour quelques grands de ce monde? Mais cela relève de la théorie et ça ne nous ferait pas vraiment avancer. Et enfin, troisième piste, montrer l'exemple. Mais c'est aussi prendre le risque de transformer une affaire privée en véritable scandale public. Et tout ça relève finalement de la théorie, car la réalité désolante de cette affaire, c'est qu'on n'en sait rien. Les sources historiques ne nous permettent pas aujourd'hui d'aboutir à des conclusions définitives pour cette affaire. Mais pour quand même ouvrir la discussion sur un truc un peu plus joyeux, explique-nous, Alex, comment ça se passe sur les décennies suivantes. Eh bien, il faut attendre la Révolution française pour que le crime de sodomie soit enfin aboli dans le Code pénal en 1791 dans notre toute belle et toute neuve
Assemblée nationale. Une date qui pourrait faire de la France une pionnière en la matière comparée à nos voisins européens, mais qui au final n'est qu'un pied de nez fait à l'Église. Car il faut quand même se rappeler que la Révolution française est la lutte du peuple contre la monarchie, mais aussi contre le clergé. Et la S est un crime religieux au même titre que le blasphème ou le sacrilège. Donc c'est pas du tout à envisager comme une main tendue vers nos amis les invertis, plutôt une volonté de marquer de façon claire et nette la séparation entre l'Église et le pouvoir. Cette mesure s'inscrit en fait dans une dynamique de laïcisation du droit. Pour Pastorello, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de vision du monde qui s'opère au moment de la Révolution. Désormais, pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un coup et une victime. Donc tous les crimes imaginaires religieux comme la sorcellerie et donc la sodomie disparaissent petit à petit. Mais c'est pas pour autant qu'on fait progresser les droits. Par la suite, sous Napoléon, l'ordre moral apparaît comme une préoccupation centrale. L'homosexualité est alors considérée comme un coup porté à la société, pouvant amener à la perversion des mœurs, au vagabondage et au crime. Le Code civil de 1804 présente une vision traditionnelle des structures familiales et codifie la morale publique. Désormais, l'outrage public à la pudeur ou l'incitation à la débauche sont passibles d'emprisonnement ou d'une amende et sont utilisés pour réprimer les pratiques homosexuelles dans l'espace public. Techniquement parlant, l'homosexualité n'est donc pas répréhensible par la loi en France au XIXe siècle. Ce sont les pratiques de police qui vont en faire un crime sous couvert d'autres titres juridiques. Puis c'est Pétain et le régime de Vichy qui font passer une loi qui vient pénaliser les rapports homosexuels entre personnes de moins de 21 ans uniquement. Dans les faits, cela ne concernait que les rapports entre hommes, les rapports entre femmes n'intéressant pas vraiment les autorités de Vichy. Cette loi discriminatoire est reconduite par le gouvernement provisoire de 1945, toujours sous couvert de protection de l'enfance et de la famille. Puis la dernière étape importante, c'est 1982 avec Robert Badinter et la gauche de Mitterrand qui font passer une loi qui vient mettre fin à cette discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle, qui était établie à 15 ans pour les hétéros et à 21 ans pour les homosexuels. Aujourd'hui, on peut trouver une plaque commémorative installée en 2014 à l'initiative de Yann Brossa, que l'on piétine bien plus souvent que l'on remarque rue Montorgueil, mais qui au moins a le mérite de commémorer cette histoire. Le 4 janvier 1750, rue Montorgueil, entre la rue Saint-Sauveur et l'ancienne rue Beaurepaire, furent arrêtés Bruno Lenoir et Jean Diot, condamnés pour homosexualité. Ils furent brûlés en place de Grève le 6 juillet 1750. Ce fut la dernière exécution pour homosexualité en France. La vraie question qui nous a autant passionnés, Alex, que moi, c'est pourquoi cette histoire est si importante? D'abord pour le devoir de mémoire pour toutes les victimes queer de l'obscurantisme et de la haine. Et ensuite parce que l'histoire de la communauté queer est encore très invisibilisée aujourd'hui et la mettre en lumière au vu de l'actualité internationale actuelle peut nous permettre d'être équipés pour éviter que l'histoire ne se répète. Car si certains extrêmes n'hésitent pas à réécrire l'histoire pour renforcer des idéologies qui viennent accabler, entre autres, les minorités, que ce soit la communauté LGBTQIA+, ou d'autres en général, connaître des petits bouts de notre histoire est franchement utile. Il faut pouvoir désarmer les propos de notre temps, et pour apprendre à faire cela, je vous conseille le livre de Pauline Valade, merci Chris, et bien évidemment les visites de Queer Tours France. Un grand merci pour avoir regardé cette nouvelle vidéo qui nous tient particulièrement à cœur. Un immense merci à Alex de Queer Tours France, déjà pour le travail qu'ils font, mais aussi pour avoir accepté de participer à cette vidéo et pour avoir écrit une grande partie du script, et aussi parce que cette histoire, elle est fucking importante. Donc, à peu près merci pour tout ça. Pour en savoir plus, on a mis tous les liens en description qui nous ont permis d'écrire cette vidéo. Puis en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, recommencer. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée, ou après-midi. Elle devient longue cette conclusion. Donc sur ce, un grand merci et à très vite. Salut!